Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Nora, c'est une immense chance, et nous allons parler de psychédéliques. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, vous êtes grand reporter au Nouvel Observateur, vous avez écrit plusieurs ouvrages et votre dernier ouvrage, je le présente à l'antenne, Voyage dans les médecines psychédéliques, paru chez Grasset très récemment. Alors, comment une grand reporter qui est plutôt coutumière des sujets technologiques et économiques se trouve-t-elle à s'intéresser à un sujet encore controversé qui sont les psychédéliques? Tout d'abord, je pense que c'est parce que j'ai une passion pour tout ce qui est nouveau, donc l'innovation. C'est le cas dans les technologies où j'ai suivi un peu les biotech, les fintech, les green tech, etc. Et il se trouve qu'en santé mentale, il n'y a pas vraiment eu d'innovation transformatrice depuis, on va dire, allez, 3 décennies, en gros, depuis le Prozac et les antidépresseurs. Même s'il y a des choses ici ou là, et qu'il y a maintenant de gros espoirs qui sont mis, et par des gens sérieux en recherche clinique et dans les laboratoires scientifiques un peu partout dans le monde occidental, sur les thérapies augmentées par les substances psychédéliques. Alors, je suis venue au sujet, en fait, comme beaucoup de monde, par la lecture du livre de Michael Pollan, qui est le journaliste américain de référence qui a fait un best-seller, How to Change Your Mind, sur ces thérapies psychédéliques. Mais c'était très méconnu en France. Et je trouve qu'en France, même, tout ce qui est psychédélique, c'est-à-dire ecstasy, enfin MDMA, champignons hallucinogènes, LSD, était présenté sous des jours soit vraiment anecdotiques, soit que à travers des hallucinations ou faire la fête ou de manière négative, comme des drogues dangereuses, addictives, toxiques. Tout ça n'étant pas vrai et la recherche avançant, j'ai senti vraiment le besoin de me plonger dans le sujet, d'abord pour une cover du Nouvel Obs, et ensuite qui a donné lieu, chemin faisant, à ce livre, car moi aussi, j'ai eu des expériences en psychothérapie psychédélique dont je pourrais parler, mais voilà, c'est une curiosité journalistique pour l'innovation et c'est aussi un chemin personnel, on va dire, c'est à la croisée des deux. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous mélangez ces aspects plus journalistiques, plus de témoignages, de recherche scientifique. Oui, il y a beaucoup de témoignages parce que ce que j'ai voulu faire, c'est montrer, même si ce sont des thérapies aujourd'hui qui ne sont dans la plupart des pays pas légales, même s'il y a certains pays comme l'Australie, par exemple, qui ont autorisé des thérapies à la MDMA et qu'en Suisse, on les pratique couramment, on pourra y revenir. Euh, je voulais montrer que ça peut, y compris sauver la vie à des gens qui sont dans des situations désespérées, en impasse thérapeutique, sur des traumas lourds qui les empêchent de vivre et de profiter de leurs proches, que ce soit les angoisses de fin de vie, que ce soit les dépressions sévères, chroniques, que ce soit les traumatismes post-traumatiques, enfin le stress post-traumatique, ou même maintenant il y a des essais cliniques sur des anorexies, les désordres alimentaires. Bref, il y a un champ d'application étendu pour des gens qui sont sans solution. Il faut rappeler quand même, enfin, la santé mentale est en crise mondiale. Il y a 300 millions de personnes sur la planète qui sont en dépression. Il y a un suicide tous les 40 secondes. Voilà. Et dans le même temps, 20 personnes supplémentaires qui attendent à leur vie. Donc, on est dans des sociétés qui fabriquent du mal-être et on n'a pas beaucoup de solutions. Et les thérapies augmentées par les psychédéliques, et je dis toujours augmentées parce que c'est pas juste les psychédéliques, on y reviendra, mais c'est une manière de catalyser un processus mental de guérison. Oui, on parle d'efficacité transdiagnostique, hein, ce qui est vraiment effectivement intéressant, c'est que ça pourrait servir dans beaucoup de pathologies. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce parcours que vous avez fait par rapport à ces différentes problématiques? Donc, on a parlé dépression, anorexie, trauma. euh, Qu'est-ce qui a été le détresse de fin de Ah, vie? en fait, moi, déjà, d'un point de vue personnel, je pense que si mes expériences avec ces psychédéliques n'avaient pas été aussi
puissante et bénéfique pour moi-même, j'aurais probablement pas écrit le livre. C'était un objet journalistique, mais c'est devenu en fait, pour moi aussi, une thérapie personnelle, bien que j'ai pas pratiqué énormément, hein. J'ai fait 2 séances sous MDMA avec des psychothérapeutes différents d'ailleurs. Et puis, j'ai été faire une retraite à l'ayahuasca aux États-Unis dans un cadre légal, cette fois-ci d'un temple, puisqu'il y a une exception religieuse. Et je dois dire que la puissance introspective et psychanalytique de ces voyages, m'a vraiment, enfin, m'a vraiment étonnée. Enfin, je ne soupçonnais pas en me lançant dans cette aventure que ça pourrait à ce point me transformer moi-même et surtout sous MDMA, les relations à moi-même et l'estime de moi et la confiance en moi et etc. Et donc, constatant que ça me faisait cet effet-là, j'étais convaincue de la puissance thérapeutique en fait de ces substances et je me suis dit bon, je vais aller parler à plein de gens et puis à des scientifiques, à des patients et faire état voilà de l'avancée de la science sur ces substances et surtout aussi pour ouvrir les yeux aux autorités françaises et on en reparlera parce qu'il y a un retard français important et je trouve dommageable sur ces recherches. Oui, donc dans votre livre, vous racontez hein, que vous avez vécu une période difficile suite à des deuils et à une séparation et que c'est comme ça que vous avez été amené à tester cette MDMA. Vous n'avez pas eu des réticences par rapport à ça- Bah, cet essai? j'avais lu beaucoup de choses positives sur la MDMA, qui est quand même la médecine du cœur, et on se sent bien sous MDMA. On a peu, enfin moi j'ai peu eu d'hallucinations. Je pense pas avoir une personnalité addictive par ailleurs, donc j'avais pas du tout peur en fait de devenir accro à ces substances. Et puis c'est vrai que j'étais très déprimée. Mon grand frère venait de mourir, ma mère s'enfonçait dans Alzheimer et venait de mourir. Je m'étais séparée du père de mes enfants après 30 ans de relation, voilà, de vie commune. Donc, c'était aussi enfin, comment dire, mon retour au journalisme après avoir dirigé la rédaction du Nouvel Obs, où j'avais eu des responsabilités managérielles. Et ce sujet me tenait à cœur. Et je me suis dit, bon, pour bien écrire dessus, on m'a beaucoup dit qu'il fallait quand même avoir essayé pour comprendre l'effet que ça pouvait faire. Voilà, donc je me suis lancée avec quelqu'un en qui j'avais confiance. C'est surtout ça, c'est aussi cette relation avec le thérapeute qui est important quand on fait ce genre d'expérience. Donc non, j'avais pas d'appréhension et j'étais assez stupéfaite du résultat. Voilà. Oui, on va peut-être dire pour nos auditeurs qu'effectivement, il n'y a pas d'addiction possible avec ce qu'on appelle les psychédéliques classiques, mais qu'avec la MDMA, le risque existe parce que c'est un mécanisme un petit peu différent et donc on parle de psychédéliques apparentés pour la MDMA. Voilà, et aussi avec la kétamine, il peut y avoir des accoutumances, et on l'a vu aux États-Unis qu'il y a des gens qui deviennent accros. Et c'est aussi un psychédélique apparenté, mais sinon, bah, c'est moins addictif que l'alcool, par exemple. Enfin, on voit beaucoup de substances légales qui provoquent des addictions. Et donc, non, j'avais pas peur de devenir addict à la MDMA. Et surtout, je ne l'ai fait que dans un cadre strictement encadré par des gens compétents, les accompagnants compétents. Il y a de plus en plus effectivement de personnes qui pratiquent underground, qui ne sont pas donc des thérapeutes qui ont pignon sur rue dans la mesure où ces substances sont illégales. Est-ce que vous avez eu des difficultés à les contacter et prendre voilà la température de leur côté? Ben oui, en fait, c'est que du bouche à oreille. Et moi, je suis passée par les États-Unis, justement. Michael Pollan connaissait des gens qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens. Et après, j'ai interviewé, en fait, ces thérapeutes avant de leur confier mon propre, mon propre voyage. Et j'étais convaincue, bah, de leur sérieux, de leur sens de l'éthique. Je crois qu'il faut préciser que c'est tout à fait illégal en France et que, effectivement, ça peut être dangereux parce qu'il y a beaucoup de contre-indications, donc à la fois euh, physiologiques, enfin les gens qui sont cardiaques, les gens qui ont de l'hypertension ou psychiques, les gens qui sont bipolaires
ou qui ont des psychoses, voilà, certains types de psychoses peuvent, ça peut être dangereux pour eux en fait de pratiquer ces thérapeutiques, donc ces thérapies. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, mais moi ça m'a réussi. Alors, vous parlez de cette renaissance et du fait que depuis les SSRI, depuis le Prozac en 1996, on n'a plus eu effectivement de révolution en termes médicamenteuses. Vous pensez que cette renaissance psychédélique, elle est due à ça et à quel autre facteur? Il y a, je pense, beaucoup l'avancée de tous les moyens de voir ce qui se passe dans le cerveau et de la connaissance des interactions de ces substances avec le cerveau. Alors, on ne sait pas tout, mais on sait que enfin, les psychédéliques, pour beaucoup d'entre eux, s'attachent au récepteur de la sérotonine, enfin 5-HT2A, et donc peuvent provoquer un état de bien-être, en fait. Et ce que les gens, enfin les scientifiques qui étudient les effets sur le cerveau disent le plus souvent, c'est que il y a un effet d'entropie, de désordre en fait qui se fait dans nos connexions neuronales et qu'il y a beaucoup de connexions qui n'existaient pas et que même il y a des dendrites et des axones dans les neurones qui poussent et qui se mettent à former des réseaux qui n'existaient pas avant et que ces réseaux, pour peu qu'ils soient persistants, peuvent entraîner une flexibilité neuronale qui fait qu'on ne regarde plus ces problèmes de la même manière, on met en perspective en fait les schémas névrotiques ou les obsessions qu'on a, ou c'est quand les alcooliques se disent je vais pas pouvoir passer la journée sans ce verre d'alcool, ou quand les dépressifs se disent je ne vaux rien, ma vie est foutue. T- Tous en fait, ces clichés ou ces fausses idées sont remises en perspective sous substance. Et qu'ensuite, si on a compris que ça faisait du bien, ces schémas neuronaux peuvent être persistants et on peut se débarrasser pour de bon de traumas qui ont des décennies voilà, qui datent de décennies de souffrance, en fait. Même pour vous, vous l'avez testé puisque vous dites que ça a vraiment changé pour vous quelque chose de définitif et j'ai l'impression de quelque chose qui était peut-être présent avant ces deuils et avant Bien ces sûr. difficultés. Est-ce Moi j'ai vraiment vu ça comme un accélérateur d'un travail de psychothérapie que j'avais fait ici ou là dans le passé, mais que là, en fait, c'est plus mon mental qui était aux commandes, mais c'était mes émotions, mon cœur, mes tripes, c'est-à-dire en fait, le moi profond qui n'arrivait pas à sortir quelquefois parce qu'on n'ose pas se dire des choses qui peuvent aussi endommager l'image de gens qu'on aime dans sa famille ou dans ses relations, alors qu'ils vous ont pas toujours fait du bien, même si c'était pas volontaire. Et donc, on retrouve en fait je dirais son âme, c'est-à-dire ce qui en est vraiment quand on s'est débarrassé de toutes ces accumulations de personnages que fabrique la famille, la société, l'éducation. Et pour moi, c'était vraiment un déclic où j'ai renoué avec une partie de moi-même qu'en fait que je ne laissais pas s'exprimer auparavant. Et c'est vrai que la MDMA, par ailleurs, et je pense que c'est le problème de beaucoup de femmes, autorise à avoir de l'estime et même de l'amour pour soi-même. Alors que, je ne sais pas si c'est par l'éducation, mais en tout cas, j'en ai parlé à beaucoup de mes amis, on a tout un peu ce problème d'estime de nous-mêmes. Et renouer avec l'estime de soi, c'est quelque chose de très précieux et qui change ses relations ensuite avec l'ensemble des êtres humains qui vous entourent, proches ou pas proches. Et c'est aussi après savoir dire non, savoir qui on est vraiment, savoir ce qui vous fait plaisir. Donc, un peu une recette pour le bonheur. est-ce que vous avez eu besoin d'une thérapie après ça pour intégrer tout cela? Ou est-ce que c'était, voilà, cette Alors, expérience était suffisante en elle-même? il y a eu deux expériences sous MDMA, donc qui étaient des thérapies courtes au sens où avec le psychothérapeute avec qui je travaillais, il y avait la préparation, le voyage en lui-même et puis une seule séance d'intégration. Mais suite à ma deuxième expérience avec la MDMA, j'ai ressenti le besoin, puisque j'ai vu apparaître des choses
dont j'avais besoin de parler, j'ai ressenti le besoin de reprendre une psychothérapie de 6 mois pour creuser justement des insights, des révélations que j'avais eues au cours de ce voyage. Et il me semblait qu'il y avait des questions non résolues et des choses que je devais travailler à nouveau avec un psychothérapeute. Et suite à ça, j'ai repris. Et je pense que c'est très important de dire que ce sont effectivement des accélérateurs d'un travail psychothérapeutique et que c'est pas juste la chimie de la substance qui va vous changer la vie du jour au lendemain. C'est vraiment un chemin et je dirais même qu'une fois qu'on a entamé ce chemin, en fait, il est pratiquement jamais fini, même si on ne ressent pas toujours le besoin d'aller parler à un psychothérapeute. C'est toujours quelque chose d'ouvert et de possible. Et je pense que si demain j'étais à nouveau déprimée ou que certains, parce qu'il y a la mémoire de forme, certains sujets enfin, surgissaient et me posaient problème, j'irais sans hésitation, voilà, en parler avec un professionnel. Oui, tout ce que vous dites, hein, met bien l'accent sur le fait que ce n'est pas le médicament, la substance elle-même qui fait tout le travail, mais que c'est un accélérateur et qu'on parle effectivement de thérapie augmentée, mais que ce n'est pas tout le travail. Je dis toujours que sinon, tous nos enfants qui font dans les rêves parties seraient des génies puisqu'ils consomment des Oui, psychédéliques. Ça ne à suffit cet pas. égard, oui, tout à fait. Et je pense que c'est très important là de parler de ce que les Américains, enfin les Anglo-Saxons appellent le set and setting, c'est-à-dire l'intention et le contexte dans lequel on fait ces voyages. Donc, si nos enfants prennent de l'ecstasy pour aller faire la fête, ils vont juste aller faire la fête. Si moi j'en prends avec un psychothérapeute en ayant des intentions de creuser certains sujets qui me sont personnels. Et à ce moment-là, le voyage serait complètement différent parce qu'il sera psychanalytique et il sera dirigé vers les aspects thérapeutiques et aussi le contexte. Donc, je ne suis pas dans un nightclub où on danse, je suis allongée sur un divan avec les yeux bandés, une musique propice voilà, au spirituel, au voyage spirituel. Et à ce moment-là, le voyage est très différent. Et il est aussi très différent d'un moment à l'autre chez la même personne et d'une personne à l'autre. Donc, c'est très difficile de généraliser, mais c'est vrai que de tous les témoignages que j'ai recueillis et pour lesquels ces thérapies ont été positives, tous disent c'est comme si on avait levé un voile un petit peu tout à coup, ou que j'ai vu le bout du tunnel, c'est-à-dire tout à coup, l'espoir revient alors qu'ils étaient dans une situation psychique catastrophique. Vous avez un exemple qui vous a particulièrement marqué Oui, d'un plusieurs patient? même, plusieurs. Il y a l'exemple de cette femme qui est une jeune professionnelle américaine qui a été à son insu en fait droguée et abusée au cours d'un séminaire professionnel et qui ne savait même pas ce qui lui était arrivé et qui était en stress post-traumatique lourd. Et c'est le cas de beaucoup de femmes qui ont subi enfin, ces agressions, qu'elles en aient ou pas le souvenir. Et elle a énormément travaillé avec la MDMA et a pu, en fait, ce qu'elle m'a dit, ce qui m'a frappé, elle m'a dit, avant, je m'identifiais à cette agression en tant que victime. Et après ces thérapies, j'ai compris que oui, c'était arrivé, que c'était désagréable, mais que c'était pas moi. Et j'ai même pu pardonner à mes agresseurs. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de, tout à coup, de mise à distance du trauma qui était vraiment assez impressionnante. J'ai eu aussi beaucoup de témoignages de vétérans des guerres américaines qui, eux, étaient auparavant dans un état lamentable, alcoolique, suicidaire, etc. Et l'un d'entre eux m'a dit, si j'avais pas fait cette thérapie en essai clinique, hein, en cours d'essai clinique sous MDMA, je serais plus de ce monde. Donc lui, il disait carrément, voilà, je me serais suicidé. Et puis enfin, j'ai eu un témoignage aussi d'un Canadien qui avait et qui était atteint d'un cancer en phase terminale, stade 4 de l'estomac, qui était métastasé et qui, avant ses voyages, était paralysé par la peur de mourir et ne pouvait même plus parler à ses enfants, profiter des moments qui lui restaient avec sa famille. Et il a fait ses psychothérapies de groupe avec des gens qui avaient le même type
d'affection terminale en fait, et ça a été complètement salvateur. Et moi, quand je l'ai interviewé, il était quand même sous perfusion, et il m'a dit, voilà, finalement, je vais m'en aller, mais c'est pas grave. Donc, il avait complètement, et il dit, je mène la vie affective et avec mes proches du mieux que je peux grâce à ces thérapies. Et je suis intervenu en avril, il est mort en août. Donc, il était vraiment au bout de son existence terrestre, on va dire. Mais il avait fait un voyage spirituel, et donc ça, on pourra aussi en parler. En fait, chez certaines personnes, moi, j'ai pas ressenti ça. Il y a une espèce de voyage mystique, même s'ils ne sont pas croyants, même s'ils ne croient pas en Dieu, mais qui fait qu'ils font partie d'un tout, que ils considèrent que leur passage sur Terre est un passage, justement, et que c'est pas grave parce que ils font partie du cosmos. Voilà. Mais voilà, et puis il y a aussi des Suisses qui étaient voilà, en dépression profonde pendant 15 ans, dont l'un en particulier avait une enfance absolument problématique, d'une mère, elle, pour le coup, droguée et addicte à l'héroïne, et qu'il a vu se tuer par overdose, enfin bon, alors qu'il avait 13 ans, etc. Et il se remis de tout ça grâce à des thérapies, pour le coup, en Suisse égale, avec un psychiatre. Oui, il donne de la MDMA, des champignons et du LSD. LSD qui n'est pas donné dans beaucoup de pays, et qui a toute cette réputation sulfureuse qui vient des années 70. Donc oui, ces témoignages m'ont beaucoup marqué, m'ont convaincu du bien fondé d'essayer de faire de la pédagogie en France sur ces nouvelles médecines. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une réponse à cette crise mondiale de la santé mentale que vous évoquiez tout à l'heure? Ou est-ce que Alors, je ça va pense être pas que c'est réservé à quelques pas une personnes? réponse unique, parce que je pense il y a d'autres, il faut un cocktail de réponses, parce que le problème est tel, mais je pense que ça peut être une voie vraiment prometteuse pour un certain nombre de gens, puisque c'est pas pour tout le monde, mais que ça peut sortir de l'impasse thérapeutique complète dans laquelle ils sont. Et bon, il y a aussi tout ce qui est les nouveaux électrochocs et des choses comme ça qui sont testés, mais bon, et puis aussi l'hypnose, le MDR, etc. Mais voilà, ça peut être un outil supplémentaire très puissant, à mes yeux, pour essayer de résoudre cette crise de la santé mentale. Et surtout, en fait, ce qui est aussi à préciser par rapport aux antidépresseurs que l'on donne en général aux gens qui sont en dépression, là, il s'agit d'une seule prise, plus la psychothérapie. Alors que les antidépresseurs, quelquefois, c'est tous les jours pour la vie entière, avec des effets secondaires. Donc, c'est en ça que c'est plus prometteur aussi et porteur d'espoir. Oui, puis les antidépresseurs ne font finalement qu'écrêter les symptômes, mais le problème de fond persiste, alors que ces substances, elles viennent vraiment modifier quelque chose de fondamental dans la manière dont on regarde la vie ou dans la manière dont on se décèle en fait d'un épisode de sa vie, qu'on décèle son destin de cet épisode, hein. C'est quand même très différent aussi en termes thérapeutiques. Oui, on va chercher vraiment aux racines du problème ou de la névrose. Alors, qu'est-ce que vous pensez des aspects mystiques? Parce que, bon, il y a une méta-analyse qui analyse 12 études et sur les 12, il y en a 10 qui montrent que l'aspect mystique a un effet. C'est-à-dire que plus on a cet effet mystique et plus on a d'effets thérapeutiques. Alors moi, je viens de parler justement ce week-end avec un des psychiatres qui suit une étude clinique et qui me disait, je suis très impressionnée parce qu'il y a des personnes qui ont des expériences mystiques extraordinaires et finalement pour peu d'effets thérapeutiques. Et à contrario, en revanche, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'effets, qui disent oui, bon, il ne s'est pas passé grand-chose et qui, en fait, dans les quelques jours qui suivent, ont des changements fondamentaux. Donc, c'est quelqu'un qui suit un essai clinique sur la dépression résistante. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu par rapport à ça? Et d'autres personnes, là, j'ai interviewé une femme qui dirige l'essai clinique en Belgique avec les addictions et qui, elle, dit, ben oui, effectivement, c'est pas encore des résultats préliminaires de mon impression, c'est que les personnes qui ont vécu des expériences plus intenses, plus spirituelles, ont davantage de bénéfices de cette thérapie.
Moi, j'ai beaucoup de mal à avoir un avis personnel. Bon, d'abord, moi, je suis pas du tout croyante, mais je pense que faire ces voyages m'ont ouvert à une forme de spiritualité, c'est-à-dire tout ce qui est l'inconnu, le non explicable. Moi, j'étais très cartésienne, formation scientifique, etc. Donc, j'avais tendance à dire, pff, ça n'existe pas, de douter fortement. Là, j'ai beaucoup plus d'interrogation et d'ouverture par rapport à ce qui est inexplicable, à des entités, aux gens qui sont médiums, etc. Sous MDMA, j'ai pas du tout eu d'expérience spirituelle parce que c'est pas la meilleure substance pour en avoir. J'ai pas essayé des thérapies aux champignons, à la psilocybine, qui est beaucoup plus prône à donner ce type d'expérience. Ainsi, et sous ayahuasca, j'ai pas non plus. J'ai eu beaucoup d'hallucinations parce que c'est extrêmement puissant en tant que psychotrope et des hallucinations visuelles, beaucoup. Mais je, la spiritualité, je pense que ça aide énormément pour des voyages. Par exemple, les gens qui sont en fin de vie, là, s'ils font des expériences mystiques, bah, c'est comme, oui, retrouver une forme de croyance en quelque chose de supérieur, en un principe supérieur, et puis que c'est pas grave si on s'en va. Voilà, moi je pense que aussi une des difficultés pour l'approbation légale de ces substances, c'est que justement elles donnent lieu à ce type d'expérience et que bah, les autorités de régulation du médicament, bon déjà la Food and Drug aux États-Unis, elle n'a pas approuvé la MDMA et notamment parce qu'elle dit je ne suis pas compétente pour juger d'une molécule chimique plus une psychothérapie, parce qu'elle n'a pas de compétence sur les psychothérapies. Mais si en plus tout ça donne lieu à des expériences mythiques, alors là, ça fait encore plus peur aux autorités réglementaires et médicales, je pense. Donc voilà, c'est une des difficultés. Après, moi, je conçois très bien que effectivement, s'il y a cette beauté enfin, du voyage spirituel et qu'on voit des choses beaucoup plus grandes que juste sa petite existence et les humains, ça peut, oui, donner lieu à des guérisons plus rapides. Mais voilà, ne l'ayant pas expérimenté, j'ai pas d'avis autorisé sur la chose. Ce qu'on doit quand même dire, c'est que ça n'est quand même pas la panacée. Ça peut aider beaucoup de personnes, Non, les psychédéliques. pas de remède miracle. Beaucoup des médecins me l'ont dit, c'est pas un remède miracle. Parce que vous le soulignez aussi dans votre ouvrage, hein. C'est important de le rappeler qu'il y a des personnes pour qui ça fonctionne, des personnes pour qui ça fonctionne pas, des personnes pour qui ça a fonctionné un moment et puis ça fonctionne plus. Alors évidemment, là, c'est parce qu'on est encore dans les essais cliniques. Une fois que on aura dépassé ça, ce qui est le cas en Suisse, ben, on peut imaginer que des personnes puissent reprendre ce type de substance quelques mois plus tard, hein, ce qui n'est pas encore évidemment le cas maintenant. En Suisse, je dois dire que les thérapies, par exemple, qu'ont suivi les gens que j'ai interviewés, comme Jonathan, ils sont très intenses. C'est-à-dire que lui, il a suivi 3 ans de psychothérapie augmentée par les psychédéliques. La première année par la MDMA, donc avec des prises tous les 3 ou 4 mois. La deuxième année par les champignons hallucinogènes. Et la troisième année par le LSD, avec à chaque fois 2 ou 3 prises par an avec des psychothérapies intenses entre toutes ces prises. Donc, en Suisse, ils n'hésitent pas en fait à faire voilà, des psychothérapies intensément augmentées par le divers psychédéliques. À chaque fois, ils doivent demander, en fait, le médecin doit demander l'autorisation patient par patient et substance par substance pendant un an. Et donc, pendant un an, ensuite, il peut traiter ou en cabinet privé ou à l'hôpital et ou en individuel ou en groupe. Et beaucoup de gens m'ont signalé que, en fait, les thérapies de groupe étaient aussi très, d'abord économiquement plus faisables puisque on a un certain nombre de soignants, mais pour 8 à 12 patients. Et puis ensuite que les patients entre eux, les usagers pouvaient vraiment échanger leurs expériences et que ça faisait aussi partie de la thérapie, notamment s'ils sont atteints de maladies mortelles et que voilà, ils sont tous sur un pied d'égalité par rapport à ces problèmes et le fait d'en parler entre eux peut être aussi très très bénéfique. Euh, Ce que disent d'ailleurs
psychologues qui travaillent avec des thérapies de groupe hors psychédéliques, hein. Donc effectivement, ça peut ajouter quelque chose de supplémentaire. Alors, Mais il faut dire quand même que pour de très rares cas, et je le signale et je fais parler aussi les médecins, il peut y avoir des cas d'hallucination persistante. Mais c'est surtout avec le LSD apparemment. Euh, et on ne sait pas détecter pourquoi. Donc c'est très ennuyeux, même si ça touche très très peu de gens, des gens qui pendant des mois ou voire des années ont des troubles de la vision, par exemple, suite à des prises de LSD. Voilà. Alors, les cas qui m'ont été signalés, c'est surtout des gens qui avaient pris du LSD dans un cadre non thérapeutique. Mais il y a quand même ce danger potentiel avec ces substances. Donc, voilà, prudence. oui, prudence effectivement dans les cadres récréatifs parce que les gens aussi mélangent parfois plusieurs substances, parfois aussi les utilisent de façon répétée, ce qui n'est évidemment pas le cas dans un cadre thérapeutique. Donc, oui, le cadre récréatif est beaucoup plus dangereux aussi parce que c'est pas sécurisant, donc le risque de bad trip est plus important. Et ce qu'on appelle un bad trip peut en fait être une expérience entre guillemets intéressante en thérapie qu'on peut dépasser, hein. Si par exemple on revit un trauma sur une piste de danse, c'est beaucoup plus embêtant que dans le cabinet d'un thérapeute qui va encadrer, hein. Donc on ne dira jamais assez que le cadre récréatif euh, ça, ça ouvre la porte à des, à des risques en tout cas. Des risques, bien sûr, ou même des hallucinations. On a vu ça dans les années 70 aux États-Unis, quand les jeunes ont pris du LSD, ils se prenaient pour des oiseaux et sautaient voilà, du 10e étage de leur immeuble. Donc là, bon, au moins dans le cabinet d'un psychothérapeute, on ne risque pas ce genre d'accident. Et on ne risque pas de prendre sa voiture pour rentrer chez soi non plus en étant Voilà. encore sous substance, hein. Mais du coup, que ces substances sont interdites, c'est clair que se développe aussi beaucoup de thérapies underground et aussi ce que vous appelez la prédation colonisatrice, hein, puisque beaucoup de personnes prédatent véritablement les ressources du Pérou, notamment du Pérou, mais aussi du Brésil, du Mexique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, puisque vous avez Oui, aussi alors, interrogé si on cet fait aspect-là? un grand retour en arrière, en fait, ces médecines psychédéliques, elles ont été utilisées par les anciens, on va dire, même depuis l'Égypte ancienne, on a retrouvé des traces de psychédéliques dans des pots en terre, mais aussi beaucoup les populations amérindiennes, donc en Amérique latine, ou les populations d'Indiens aux États-Unis, que ce soit justement la mescaline des cactus ou, dans le cas de l'Amazonie, plutôt ce mélange de plantes qu'on appelle ayahuasca, qui est une décoction d'une plante et d'une liane qui agissent ensemble pour fabriquer en fait une substance psychotrope. Et toutes ces substances faisaient partie de rituels de ces populations. Donc, dans un cadre, pour le coup, religieux, c'était des sacrements, c'était aussi des médecines pour guérir d'un certain nombre de maux, et c'était dans leur tradition ancestrale. Et puis ensuite, euh, il y a eu dans les années 70 cet engouement. On a ramené ces champignons hallucinogènes du Mexique, Gordon Wasson. Donc, je décris dans mon livre un peu l'importation de la psilocybine. Et là, c'est devenu un remède occidental, mais aussi une mode dans en fait, les communautés hippies qui ensuite allaient faire des voyages psychédéliques au Mexique. Et aujourd'hui, on a effectivement beaucoup des plantes qui donnent lieu à l'ayahuasca et des cactus sont, disons, oui, je dirais, subtilisés par des Occidentaux au détriment des populations autochtones. Donc il y a pas mal d'associations et d'ONG maintenant qui essayent de défendre, bah, de faire entendre la voix de de ces tribus et de ces populations dont c'était les médecines ancestrales, afin qu'ils ne se fassent pas complètement dépouiller par les sociétés occidentales.
c'est à double tranchant parce qu'il y a beaucoup aussi, voilà, de ces pays qui trouvent que c'est bien que leur médecine profite à d'autres. Donc voilà, mais aux États-Unis, en fait, ils demandent une voix au chapitre sur le développement des médecines psychédéliques en disant, bah, écoutez, en fait, c'est nous qui les avons inventées et peut-être vous devez nous écouter. Et en tout cas, ça doit continuer à nous profiter sans qu'il y ait une prédation sur nos plantes et notre biodiversité. Alors, vous avez fait une expérience dans une église, c'est aussi une des dérives, c'est que même si ils ont la main sur l'argent qui est généré par ce type de thérapie, certaines églises sont vraiment maintenant des moyens de faire de l'argent. Et business, oui, Oui. absolument. Il y a église et église, en fait. Il y a euh, des églises traditionnelles, par exemple comme Santo Daime, qui est brésilienne et qui utilise l'ayahuasca dans ses sacrements et qui a bah, des chapitres aux États-Unis et même en France. Et d'ailleurs, les Français ont eu beaucoup de problèmes parce qu'ils donnaient l'ayahuasca et du coup, ils ont des ennuis juridiques. Donc ça, sont des églises qui ont toujours existé. Après, il y a des gens qui disent ben, je vais créer une église psychédélique et en fait, c'est juste un entrepôt à Auckland où on vend des champignons et du cannabis. Et c'est là où j'ai été effectivement acheter des substances pour faire un article pour le Nouvel Obs. Et là, pour le coup, bah, c'est un entrepôt dans une banlieue de San Francisco avec des vigiles à l'entrée. On se fait recommander par quelqu'un, donc on peut se préinscrire en ligne. On a un questionnaire en disant est-ce que vous faites partie des autorités fédérales américaines? Non. Est-ce que vous croyez au pouvoir des plantes antéogènes qui sont psychotropes? Oui. Et à ce moment-là, on est admis pour 5 dollars et on peut aller en fait acheter son sacrement et on choisit dans un menu qui ressemble à un menu de restaurant chinois, son type de champignons ou d'herbes. Et ensuite, on vous dit, bah, pour le sacrement, ce sera 70 dollars. Bon, on voit bien que c'est à toutes les... Voilà, c'est derrière le masque de l'Église, c'est juste un gros business. Et je dirais que le danger, plus généralement aux États-Unis, c'est toute cette spéculation et cet appât du gain autour des thérapies psychédéliques, où il y a des centaines de startups qui sont formées et qui en fait sont formés juste dans l'idée de se revendre et de lever de l'argent puis se revendre plus cher. Et on voit aussi toutes ces cliniques de kétamine plus ou moins sérieuses. Alors encore, quand on va à la clinique pour se faire une intraveineuse de kétamine, on est surveillé, mais ils finissent aussi par faire de la télémédecine, c'est-à-dire envoyer des losanges de kétamine aux gens chez eux. Et là, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Donc c'est dangereux et ça, c'est le modèle américain. Et c'est pour ça que en France et en Europe, c'est très important qu'on développe un modèle beaucoup plus inclusif, beaucoup plus éthique et qui soit beaucoup plus d'accès universel pour les gens qui en ont vraiment besoin, qui sont souvent des gens qui n'ont pas d'argent, évidemment. Et à cet égard, d'ailleurs, je voudrais faire un petit appel à vos auditeurs, parce qu'il y a une initiative citoyenne qui s'appelle Psychedelic Care et qui recueille des signatures de citoyens européens pour que l'Europe investisse davantage d'argent dans les essais cliniques augmentés par les psychédéliques. Et je trouve que ce serait salutaire qu'en Europe, on fasse davantage avancer la science sur ces sujets, que ce soit pas justement le privilège et l'apanage des Américains qui, eux, auront un usage très spéculatif de la chose. Et voilà, donc psychédélicaire, si on tape sur Google, on trouve l'endroit où signer. Je Et mettrai le en lien France, vers... voilà, en France, on est vraiment, je dirais, 15 à 20 ans en retard sur les États-Unis par rapport au développement de la science sur ces sujets. Alors qu'on était les premiers, puisqu'en 1960, on a eu la première thèse mondiale d'une femme du monde, hein, sur les psychédéliques. Absolument. Et dans les années 50 et 60, il y a eu pas mal d'expériences, y compris à Sainte-Anne et dans pas mal d'hôpitaux psychiatriques avec ces psychédéliques qui n'étaient pas encore interdits. Mais on a été le premier pays à interdire le LSD et juste avant les la Californie, puis l'ensemble des États-Unis, surtout suite à cette panique morale qui s'est répandue parce que c'est vrai que le LSD, ben, du coup, était consommé n'importe où, n'importe comment, et par des gens très jeunes, et qui a eu des accidents.
et que du coup, bah, les politiques ont mis un coup d'arrêt aux recherches sérieuses sur la question, aux grandes dames des médecins. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage, c'est que vous montrez tout l'intérêt des psychédéliques, toutes les dérives possibles. Et il y a quelque chose qu'on retrouve des années 50-60, c'est ce que vous appelez le potentiel de changer le monde, hein, qu'il y a dans les psychédéliques et comme MAPS aussi, hein, qui prône un petit peu ça. Et puis on voit dans la Silicon Valley exactement l'inverse, c'est-à-dire que changer le monde pour être plus proche de la nature, pour être plus respectueux, être bon, plus empathique les uns avec les autres, dans la solidarité. Et dans la Silicon Valley, on a exactement l'inverse. On prend les psychédéliques pour être plus créatif, pour inventer Internet par exemple, pour être plus performant, pour être finalement beaucoup plus en adéquation encore, si c'est possible, à cette société productiviste capitaliste. Oui, mais ça s'est retourné, de même qu'Internet. Au départ, Internet, c'était une idéologie très démocratique. Chacun devait avoir voix au chapitre. C'était une bref, c'était rendre horizontal davantage le pouvoir et partager. Et puis, les pionniers d'Internet n'imaginent pas que finalement, il y aurait ces multinationales géantes que sont Google, Amazon, Facebook, etc., qui prendraient possession de la planète. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent le monde. Je veux dire, on voit bien comment Donald Trump s'est fait élire grâce à Musk et toute cette clique. Et donc, il y a eu un renversement idéologique complet, que ce soit de l'Internet ou que ce soit... et ce sont ces mêmes gens qui aujourd'hui, c'est l'argent de la Silicon Valley du numérique qui est réinvesti effectivement dans les psychédéliques. Ces Américains, en fait, de la Silicon Valley et de la tech, ils sont toujours fascinés par la nouvelle frontière. Donc, ils ont beaucoup misé sur le numérique, puis sur les énergies propres, par exemple, puis sur les biotech et les manipulations génétiques, et puis aujourd'hui sur les psychédéliques. Donc, ils ont à la fois cette passion de l'innovation, mais en même temps, cet appât du gain et cette avidité voilà, capitaliste qui fait que bah, c'est pas pour le bien de tous aujourd'hui, c'est pour l'enrichissement d'une poignée d'individus qui sont d'ailleurs les plus riches du monde. Et quand on voit Musk, on a très peur. Et donc lui utilise beaucoup la kétamine, mais c'est un contre-exemple, c'est-à-dire qu'il est devenu addict, premièrement. Et moi, j'ai lu des études disant que la kétamine favorisait le sentiment de surpuissance. Il en avait peut-être pas besoin avant, mais alors là, on est au comble voilà, de ce sentiment chez lui. Donc, effectivement, il faut pas laisser ces médecines à la Silicon Valley, c'est sûr. Si vous deviez plaider devant un décideur politique, quelle substance, pour quelle substance plaideriez-vous en premier lieu, voilà, si vous deviez choisir une seule substance, et qu'est-ce que vous choisiriez comme argument, les arguments les plus percutants que vous pourriez avancer? Moi, je commencerai par la MDMA. D'abord, c'est celle que j'ai pratiquée, donc j'ai vu que ça pouvait faire énormément de bien. C'est celle qui est la moins qui donne le moins lieu à des bad trips. En fait, c'est vrai que les gens qui ont des traumas sont susceptibles de revivre leurs traumas, mais c'est pour ça aussi que c'est efficace, mais c'est vous en parlerez mieux en stress post-traumatique, c'est-à-dire que ils revivent une scène traumatique, mais tout en essayant, tout en arrivant à la mettre en perspective et à se mettre à distance et à se dissocier du statut de victime ou de personne traumatisée ou terrorisée. Et donc, moi, je pense que je trouve très dommage qu'en France, on n'ait pas du tout d'essais cliniques sur la MDMA. Les Pays-Bas, là, sont sur le bord de faire un très gros essai clinique. Et le stress post-traumatique, il affecte énormément de gens, pas seulement les personnes qui ont subi des assauts, des agressions sexuelles, mais toutes les professions vicariantes, les pompiers, les urgentistes, les gens qui voient des attentats, ou voilà, toutes les personnes qui sont confrontées, évidemment les soldats et les armées. Et ce qui est intéressant d'ailleurs aux États-Unis, c'est que le lobby
des vétérans et les associations de vétérans sont extrêmement favorables aux thérapies psychédéliques, alors qu'ils sont alignés avec le camp républicain, qui traditionnellement était beaucoup plus hostile à ça que les démocrates qui sont plus progressistes sur les psychédéliques. Donc, moi, je pense qu'il faut commencer par la MDMA et puis ensuite, euh, on ne sait pas encore bien cerner exactement la spécificité de chaque substance pour chaque affection, mais MDMA et stress post-traumatique, c'est très bien identifié. Donc voilà. Et en dépression, c'est probablement psilocybine et LSD. Et en addiction, psilocybine et LSD également, parce que le LSD a donné de très bons résultats contre l'alcoolisme, en fait, dans certaines études cliniques, et aussi sur des souris qu'on faisait boire et ensuite qu'on dégrisait à coups de LSD. Euh, Et voilà. l'ibogaïne est aussi très très bien pour Alors, l'ibogaïne, oui, mais c'est vrai mais que, enfin, d'après c'est ce que j'ai lu, compliqué. oui, ça peut provoquer vraiment des problèmes cardiaques pour le coup. Cardiaque, oui. Et Puis puis, c'est très long comme effet. donc c'est une plante africaine, là pour le coup, iboga, qui donne l'ibogaïne et qui aussi a été utilisée dans des rituels Au Gabon tribaux, principalement. oui, au Gabon, mais qui est moins utilisée en essai clinique. Finalement, les trois les plus utilisés, c'est la MDMA, la psilocybine et le LSD, qui ont chacun leur intérêt. Moi, je pense que c'est bien de poursuivre les trois pistes. Et d'ailleurs, en France, donc où est-ce qu'on en est? Il y a une petite étude pilote qui a été faite, dépendante du CHU de Nîmes, contre l'alcoolisme et dépression, dans Avec l'antenne du Amandine Monde Lutyens, oui. avec Amandine, voilà, qui publiera probablement dans la deuxième partie d'avril de cette année les résultats. Il y a une étude en cours multicentrique en liaison avec une start-up britannique qui s'appelle Compass, qui a lieu à Sainte-Anne, mais aussi à La Pitié contre la dépression résistante, où on utilise, on augmente les soins par des champignons hallucinogènes, de la psilocybine. Et il y a une grande étude demandée, LSD contre addiction à l'alcool, mais qui devrait commencer cette année. Mais ça fait 4 ans que Luc Mallet attend son feu vert pour démarrer cette étude à son grand regret, alors que bah, l'alcoolisme, c'est le mal français, hein. C'est plus 41 000 morts par an. Et 100 milliards d'euros estimés de coûts social entre bah, les morts, les soins, les gens qui arrivent plus à travailler, etc. Oui, et en Belgique, je pense que c'est un petit peu moins compliqué pour obtenir les autorisations, mais c'est un tout petit pays. Donc nous, enfin nous, je dis nous, moi je suis j'habite en France, mais je suis belge, donc je suis sur les deux pays. Ben, il n'y a qu'un seul essai clinique et c'est sur les addictions sévères. Voilà, donc je pense que vraiment, on a des médecins très compétents en psychiatrie, en addictologie. On est un pays de psychanalyse et de psychothérapie, on ne peut pas dire le contraire. On a une consommation record d'antidépresseurs en France. On a une jeunesse d'ailleurs qui a augmenté de 65% sur les 19-25 ans Le suite au Covid. Covid, en fait, dans la période Covid 2019-2023, la consommation d'antidépresseurs. Donc c'est très alarmant parce que effectivement, comme vous disiez, ça atténue les symptômes de mal-être, mais ça ne les guérit pas. Et donc, pour toutes ces raisons, je trouve ça incroyable qu'en France, les seules autorités qui parlent de ces substances, c'est le ministère de l'Intérieur et la Midelca, la Miviludes, les gens chargés de lutter contre les sectes et contre les addictions, alors que le ministère de la Santé, bon, bah, il devrait, voilà, mais en France, on est très mauvais sur l'innovation. Thérapeutique, enfin, je dirais que par exemple sur le cannabis thérapeutique, on est aussi très en retard, on a plutôt reculé, alors que la Suisse, voilà, utilise le cannabis thérapeutique, y compris dans les EHPAD, donc pour les personnes âgées. Et, et, euh, et je pense qu'on pourrait aussi en France monter un grand essai clinique sur les angoisses de fin de vie, parce qu'on a tous débat sur l'euthanasie, le suicide assisté, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, mais les gens auraient peut-être beaucoup moins envie de pratiquer le suicide assisté s'ils prenaient de la psilocybine et que tout à coup leur fin de vie leur paraissait beaucoup plus légère ou lumineuse.
Et je connais un médecin français qui milite pour ça et qui a toutes les peines du monde à trouver voilà, des lieux d'expérimentation. Et donc, il va peut-être essayer en hospitalisation à domicile, qui est quand même un lieu propice aussi à l'expérimentation sur ces substances. Enfin, pour toutes ces raisons, je trouve un peu absurde que voilà qu'on n'y aille pas plus franchement sur la science et les essais cliniques. Oui, c'est Célie Sanders qui a donc créé les soins palliatifs. Elle s'était intéressée aux psychédéliques, mais malheureusement, il y a eu l'interdiction de ces substances à ce moment-là, donc on n'a pas pu poursuivre. Alors, si je vous demandais de me répondre à une question que je ne vous ai pas posée, ce serait quelle réponse? Ah, c'est moi qui dois poser la question et faire la réponse? Ah ben ça, vous me posez une colle. Alors, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Une question qu'on ne m'a pas posée. Quelque chose que vous auriez envie de dire pour clôturer l'entretien. Euh, non, moi je dirais que je suis vraiment extrêmement contente d'avoir eu l'occasion de mener ce travail d'enquête et que le sujet est fascinant parce qu'il a une dimension historique, une dimension scientifique, une dimension sociétale, une dimension psychologique, une dimension économique. Bref, c'est un sujet complet et complexe, comme je les aime, et que c'est pour ça qu'avoir l'occasion de faire ça dans un livre et dans le genre de podcast que vous me proposez, c'est-à-dire où on peut développer, nuancer, c'est vraiment la chose à faire pour une plus grande connaissance de ce sujet parce que la demande doit venir de la société civile et les politiques suivront peut-être, j'espère, un jour. Mais Voilà. juste peut-être une petite dernière question, puisque je pense que votre article dans le Nouvel Obs, c'est 2021. Votre livre 21. vient de sortir. Dans ces années-là, est-ce que vous avez vu un changement? Parce que moi, personnellement, je vois un changement. Avant, quand je parlais des psychédéliques, euh, dans les cours que je donne en psychotrauma, personne ne connaissait, il y avait beaucoup de réticences. Je ne dis pas qu'il y en a plus, je ne dis pas que tout le monde connaît, mais en tout cas, au moins un tiers des personnes ont déjà entendu, savent que c'est utilisé, en tout cas que c'est étudié. Est-ce que vous avez vu, vous, une différence en Oui, quelques c'est années? vrai qu'en ces 4 années, je pense que le sujet est beaucoup monté. Le fait que la France commence ses essais cliniques aide aussi, puisque des scientifiques et des médecins se mettent à en parler. Et puis, je dirais que le mal-être est de plus en plus grand, il y a un besoin de plus en plus grand aussi, et donc l'underground se développe à grande vitesse. En France, on a plus d'une centaine, je pense, de soignants qui pratiquent ça dans l'underground, et donc bah, il y a du bouche à oreille. Malheureusement, je dois dire que euh, j'ai beaucoup de demandes de gens qui me demandent des adresses et que évidemment je ne peux pas en donner puisque je peux pas prendre le risque de dire aux gens de faire quelque chose d'illégal parce que ça peut être dangereux pour eux et ça peut être dangereux pour le soignant. Mais voilà pourquoi je pense qu'il est indispensable que la science et les essais cliniques avancent pour qu'on ait une forme de légalisation contrôlée euh, à l'hôpital, mais aussi en cabinet privé. Et voilà, je pense que ça devrait vraiment faire partie de l'arsenal moderne de santé psychique. Eh bien, on va garder ça pour les mots de la fin. Et évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce plan-là. Dominique, un Merci grand beaucoup. merci parce que je sais que vous êtes très prise, votre temps est précieux, donc c'est vraiment très gentil de m'avoir accordé ce temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez aimé ce podcast ou cette vidéo, pensez à la partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.